Live. Bonjour tout le monde et bienvenue à la première conférence en direct de Lancer une startup. C'est un cours sur l'entrepreneuriat et la stratégie pour les nouvelles entreprises qui sont orientées technologie. Donc, je suis là maintenant avec nos intervenants très doués. Premièrement, on a Alexandre Castel, un entrepreneur en Côte d'Ivoire. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alexandre nous rejoint de Abidjan, en Côte d'Ivoire. Oui. Et suivant, on a Bibi Nyagno. Elle est aussi à Abidjan. Bonjour Bibi. Salut, ça va? Bienvenue Bibi. Suivant, on a Chris Tucci. Donc Chris Tucci est sur le premier étage, je suis là sur le troisième étage, ici à Lausanne. Bonjour tout le monde. Merci Chris d'être ici. Et finalement, mais pas dernièrement, on a Stéphane Desgondes qui nous rejoint de Paris. Bonjour Stéphane. Bonjour. Donc, bonjour à toutes les personnes qui ont pris le temps de regarder notre conférence en direct. Je vais vous rappeler un peu les détails de notre cours. Ça s'appelle Lancer une startup. Ça a commencé le 25 mai et c'est pas trop tard de vous inscrire dès maintenant. Le cours peut se trouver sur Coursera. Ça dure 5 semaines avec 3 semaines supplémentaires pour vous permettre à développer votre projet. Et à la fin de ces 8 semaines, vous avez une chance de gagner 2500 $. La façon de gagner cet argent, c'est de participer dans le cours, d'avoir des bonnes notes dans le cours et de préparer une proposition de business, un business concept proposal qui serait bien noté par vos camarades et vous aurez une chance de gagner cet argent. Donc, on est aujourd'hui maintenant dans la première conférence. C'est un panel qui sert à complémenter les sujets qui sont discutés dans le cours. Donc, aujourd'hui, on va parler de la proposition de valeur et comment capturer cette valeur. La première partie de notre panel va être focalisée sur l'idée du projet et on va chercher à comprendre quels sont les composants qui fait que le produit ou le service ou l'ensemble des deux est attractif, utile et profitable. Et la deuxième partie va passer plus de temps sur la modèle économique. Donc, je vais demander directement à notre premier intervenant, Alexandre Castel, de se présenter et de présenter son projet. Merci. Donc, je suis ravi de participer à cet événement. Je suis Alexandre Castel. J'ai fondé une entreprise qui s'appelle Station Énergie et qui développe des solutions innovantes d'accès à l'énergie et aux services de base dans les zones reculées en Afrique de l'Ouest. Donc, on travaille au Sénégal, on travaille en Côte d'Ivoire où je suis et au Burkina Faso où je sais qu'il y a pas mal de personnes qui nous suivent. Au final, donc, notre entreprise, elle est partie d'un constat assez simple. On a à peu près 50% de la population en Afrique qui n'a pas accès au réseau électrique et qui utilise des solutions de mauvaise qualité, que ce soit, si on va en milieu rural, des piles, des bougies, des lampes à pétrole. Et ce sont des solutions de mauvaise qualité qui coûtent très cher. Et donc, tout notre travail, c'est de pouvoir développer via la technologie des solutions innovantes permettant d'améliorer le service à un coût plus compétitif que ce que les gens font aujourd'hui. Donc, concrètement, chez Station Énergie, on travaille sur, on va dire, trois gros types de projets. On travaille sur des centrales solaires pour apporter l'électricité, que ce soit à un particulier, à une PME, à un bâtiment public comme un hôpital, un dispensaire ou une école. On travaille également sur la problématique de l'eau, donc plus exactement du pompage solaire, où là, ça permet justement à des agriculteurs de pouvoir avoir, avoir accès à l'eau et donc augmenter leur production agricole dans des zones où il n'y a pas l'électricité. Et dernièrement, on est en train de développer une nouvelle solution assez innovante sur laquelle on travaille depuis 2 ans, qui sont des chambres froides solaires. Donc concrètement, ce sont des containers que l'on adapte. On crée une chambre froide et ça permet de conserver des productions agricoles ou de la viande ou du poisson. Tout ça pour éviter le gaspillage alimentaire puisque on a énormément de pertes alimentaires
juste après le champ. Donc voilà, on travaille sur ce type de problématiques et on structure des réseaux commerciaux, technico-commerciaux pour pouvoir proposer ces solutions. Et dernier point, on travaille et on est en train de lancer une solution de financement pour pouvoir aider nos clients en gros à s'équiper, puisque à chaque fois, ce qu'on propose sont des petites infrastructures, que ça coûte quand même, c'est un investissement, et que donc on essaye de leur proposer une solution de leasing pour faciliter leur équipement. Merci beaucoup, Alexandre. Donc, pour résumer, vous êtes président du groupe Station Énergie et Station Énergie conçoit, finance, installe des solutions innovantes dans l'accès de l'énergie et aux services de base dans les zones reculées de l'Afrique. Je comprends que vous êtes dans plusieurs pays, donc le Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, et vous êtes en fait lauréat de plusieurs prix, non seulement de l'entrepreneuriat, mais de l'entrepreneuriat social. Donc, on est très content de vous avoir ici et on va retourner plus sur la valeur de proposition que vous apportez à vos utilisateurs, donc dans ces zones rurales, ainsi que la proposition de valeur que vous offrez à des entreprises et à des personnes qui co-créent avec vous ces microstructures. Merci. Maintenant, j'aimerais bien passer à Stéphane Desgondes. Stéphane Desgondes a fondé une société Cinco Senso et il est aussi l'auteur d'un livre « J'ose entreprendre, créer et diriger son entreprise sans risque à éviter pour réussir » qui a plusieurs rapports et entretiens avec des entrepreneurs partout dans le monde qui témoignent des risques qu'ils ont connus pendant leur période d'entrepreneuriat. Stéphane Desgondes, je vous laisse la parole pour vous présenter votre projet et aussi le projet de votre livre en quelques minutes, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Je vais commencer par le projet du livre. Ce projet de livre, il a mûri après la faillite de l'entreprise dont je vais vous parler, donc, qui a été créée en 2008. J'ai créé cette entreprise en 2008. Elle a vécu pendant 4 ans, mais je vais revenir sur ce qui s'est passé. À l'issue de cette faillite, je me suis posé une question toute simple. Je me suis demandé si cette faillite avait été causée par un événement extérieur à l'entreprise, qui a été la faillite de notre plus gros client, ou si nous, en tant que dirigeants d'entreprise, nous étions 3 associés, nous n'avions pas aussi participé à créer le terrain fragile, c'est-à-dire à multiplier les fragilités sans même nous en apercevoir, des fragilités totalement anodines quand on les regardait de façon isolée, et puis qui, à force d'accumulation, on finit par créer un maxi-danger qu'on n'avait pas vu venir. Et c'est, pour prendre une image qui n'est pas forcément une image très drôle, mais quand un avion s'écrase, c'est rarement à cause d'un événement isolé, c'est souvent une succession d'événements défavorables qui, mis bout à bout, mettent l'avion dans une situation extrêmement compliquée et il suffit d'un événement supplémentaire pour que l'avion tombe. Et l'histoire de ce livre, c'est ça, c'est que je me suis dit, il y a un vrai concept là-dessus, qui est le concept de la fragilisation d'entreprise par l'entrepreneur lui-même. Et j'ai voulu non pas raconter mon histoire, mais aller à la rencontre de 51 entrepreneurs pour essayer de comprendre si ces choses que j'avais vécues, elles étaient partagées par plein d'autres, et pour surtout aller derrière la carapace de l'entrepreneur. Un entrepreneur, et Alexandre me le confirmera sans doute, c'est quelqu'un qui est en posture positive toute la journée, parce qu'il est dans la représentation positive de son entreprise et de lui-même. Il cherche à se vendre, il cherche à vendre son entreprise, et donc il faut que l'histoire, elle soit belle. Et puis quand il rentre le soir chez lui, l'histoire, elle est parfois pas si belle que ça, et il se questionne sur ces moments difficiles qu'il vit toute la journée, mais sur lesquels il ne peut pas évidemment parler. Et donc, ce livre a été l'identification auprès de tous ces entrepreneurs, de leurs doutes, de leurs questions, les interrogations, les excès, les émotions. Et j'en ai sorti 100 risques qui sont non pas les risques techniques, mais qui sont les risques liés aux hommes et aux femmes dirigeants d'entreprise, et en quoi ils sont le danger finalement de leur entreprise. Alors, pour en venir à la proposition de valeur, j'ai donc créé en 2008 une start-up qui était spécialisée dans les instruments de paiement, et tout particulièrement les instruments de paiement privatifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on créait des solutions cartes cadeaux, chèques cadeaux et coffrets cadeaux pour des marques. Donc, c'était des solutions en marque blanche, et on créait pour des marques dans le retail, pour des groupes hôteliers et pour des éditeurs de coffrets cadeaux. Et l'idée, elle a émergé au sein d'une entreprise. Je m'occupais de stratégie dans un groupe industriel qui était un très gros fabricant de CD et DVD. C'était un presseur de CD et de DVD et qui était aussi un logisticien.
Et je m'occupais donc de stratégie. On m'avait demandé de regarder un certain nombre de nouvelles voies de diversification pour le groupe. Et je me suis intéressé à ce marché de la carte prépayée et du coffret cadeau parce qu'il me semblait que la complexité industrielle et opérationnelle associée à la fabrication et au conditionnement d'un coffret cadeau était finalement très proche de cette complexité que nous avions à gérer pour fabriquer des CD et des DVD. Donc ça a d'abord été un constat, c'est de dire il y a un marché qui dans sa façon d'être opéré est assez proche d'une autre. Et puis j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus près à ce marché, j'ai regardé ce qui se passait aux États-Unis et j'ai vu que le marché de la carte cadeau était en train d'exploser littéralement dans les pays anglo-saxons, avec notamment la création de gift card malls, c'est-à-dire que dans les enseignes de grande distribution, il y avait des murs de marques, des murs de cartes cadeaux de marques, mais qui n'étaient pas les cartes cadeaux du mall, mais qui étaient des cartes cadeaux de marques retail, etc. Et donc là, je me suis dit, il y a un vrai truc, parce que ce marché va se développer aussi en Europe et sans doute beaucoup en France. Et c'est un peu là-dessus qui était une erreur d'ailleurs. Hein. Je reviendrai peut-être plus tard là-dessus quand on parlera du business model. Mais je me suis dit, il y a un truc à faire. Et j'ai fait la jonction. Donc il y avait le marché du coffret cadeau avec une gestion industrielle et logistique complexe, le marché de la carte prépayée qui était vraiment la monétique associée donc à ce marché. Et je me suis, j'ai repensé à attendez, excusez-moi, ça coupe. J'ai repensé à ma vie d'avant. Je travaillais dans une grosse société informatique j'étais un spécialiste de l'outsourcing. Donc je vendais des gros projets d'outsourcing et je me suis dit qu'il y avait sans doute un vrai truc à faire en apportant cette dimension outsourcing dans un métier qui n'avait pas du tout été sensibilisé à cette gestion externalisée. Donc pour faire simple, les acteurs du coffret cadeau, ils géraient toutes les opérations chez eux. Ils géraient la fabrication des coffrets, la logistique des coffrets, les aspects monétiques, et leur cœur de métier, c'était du marketing. C'était de constituer un réseau d'hôteliers et de créer des offres, c'est-à-dire de segmenter ces offres en fonction des différents types d'hôtels. Et je me suis dit, bah, ça n'a pas de sens que ces acteurs s'occupent aussi de la gestion des opérations parce que ce n'est pas leur cœur de métier. Donc ce que je vais apporter, c'est véritablement ce que je faisais chez IBM. Je vais apporter une solution entièrement externalisée sur la gestion de la supply chain, la fabrication, la logistique et la monétique. Et ça, c'était vraiment une inspiration. Je me suis dit, il y a un truc à faire, personne ne le fait sur le marché de cette façon-là. Et je vais le faire en m'adossant à la fois des prestataires techniques extrêmement pointus, donc une très grosse plateforme industrielle, une plateforme logistique et une très grosse plateforme monétique. Et on va constituer cette équipe avec de vrais experts. Et donc, il y avait un expert en logistique, l'ancien patron d'une plateforme logistique, un expert en monétique, l'ancien patron du business monétique d'une très grosse société informatique, et moi qui étais plutôt l'aspect marketing et financier. Et donc, on a lancé cette solution totalement externalisée pour monter des dispositifs clés en main pour nos clients. Merci beaucoup, Stéphane. Donc, c'était beaucoup d'histoires. Je pense que vous avez vécu plusieurs vies. Pour résumer, c'est très intéressant que vous parlez de la faillite et des deux phases qu'un entrepreneur doit avoir. Donc, la phase publique où tout va bien. En fait, on parle de ça, c'est l'esprit de l'entrepreneurial mindset dans le cours. Et je trouve que c'est très important et ça apporte beaucoup de valeur à nous quand vous parlez de la faillite et des leçons que vous avez tirées de ça. Après, vous avez une autre histoire aussi passionnante. Donc, vous avez parlé d'une solution de paiement, des cartes cadeaux et aussi une solution avec plusieurs compétences de supply chain, des opérations que vous avez mis ensemble, qui ont apporté de la valeur à vos clients. Donc, on va rentrer un peu plus dans cet exemple-là dans la conférence, si vous êtes d'accord. Bien sûr. Et avant ça, on va passer à Bibi, aussi quelqu'un qui a vécu plusieurs vies. Je ne sais pas comment elle a fait. Donc, Bibi Ngangou est une avocate. Elle est diplômée de Smith College, New York University et NCCU School of Law. Donc, c'est une avocate qui a eu plusieurs années d'expérience dans les droits de l'homme, dans la commerce. Maintenant, elle est financée par une bourse du Fulbright Clinton Fellowship et elle est à Abidjan où elle fait quelque chose assez intéressant. Donc, ça a commencé avec un blog. Bibi, peux-tu nous parler de comment tu es tombée dans l'entrepreneuriat et dire juste quelques mots sur ton projet avant qu'on passe à une idée plus
concret sur ce que c'est la proposition de valeur. D'accord. Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Vivi Niagno. Je suis arrivée à Abidjan l'année dernière, en 2013, septembre, et c'était dans le cadre d'une bourse que j'ai reçue du gouvernement américain pour travailler au sein du ministère de la Justice. Et j'ai reçu cette bourse et pendant cette année, Bibi, j'ai pardon, commencé à je vais remarquer... t'interrompre. Désolée, Bibi, parce que tu coupes un petit peu. Donc, peut-être tu peux parler plus lentement pour qu'on puisse attendre. Il y a quelques problèmes de réseau. D'accord, ok, je vais parler doucement. Vous m'entendez bien? Ouais, c'est mieux. Et même tu peux, si ça devient trop faible, tu peux éliminer ta vidéo pour un moment. Ou je peux faire la même chose. D'accord. D'accord. Ok. So, comme je disais, j'ai reçu une bourse du gouvernement américain pour travailler au sein du ministère de la Justice, droits de l'homme. J'ai fait des enquêtes dans des prisons. Et ce que j'ai remarqué au cours de ma bourse, que des jeunes femmes, des filles qui travaillent à Mouva, dans la rue, demander Je n'entends rien du tout. Je pense que, est-ce que c'est notre faute? Est-ce que tout le monde est là? Donc, tout le monde est là. Peut-être on peut éteindre nos vidéos juste pour laisser la parole à Bibi pour qu'elle se présente. Essayons encore une fois. Ok. Fais-moi signe si tu m'entends ou tu m'entends pas. C'est beaucoup mieux déjà. Ok, j'ai éteint ma vidéo. Ok, d'accord. So, comme je disais, j'ai reçu une bourse du gouvernement des États-Unis pour venir travailler au sein du ministère de la Justice et des droits de l'homme. Et mon business ou bien mon entreprise a commencé comme un blog. Alors, j'ai continué à faire ça pendant que j'étais ici. Je parlais du bien-être, les green smoothies, qu'est-ce que je faisais avec mes cheveux, des trucs simples comme ça de ma vie. Et j'ai commencé à remarquer à chaque fois que je quittais le boulot, le soir, il y avait des dames, soit qui vendaient des mangues, qui vendaient des chips plantains, qui travaillaient à Move, m'arrêtaient dans la rue pour me demander est-ce que c'était mes vrais cheveux. Et ça arrivait tous les jours. Alors, j'ai commencé à remarquer, c'est très intéressant, pourquoi est-ce que les gens ne croient pas que ce sont mes vrais cheveux? Et puis, elle me posait aussi des questions, qu'est-ce que j'utilisais dans mes cheveux? Quel type de produit? Alors, l'idée d'abord est venue de faire un documentaire sur ça, parce que c'était vraiment quelque chose qui m'a bouleversée. Je ne comprenais pas comment des femmes africaines ne savaient pas comment entretenir leurs propres cheveux naturels et ça m'a vraiment intéressée. Ça a commencé par un documentaire. Après ça, ça a évolué parce que je me suis dit, on dirait que c'est un marché qui n'est pas encore saturé comme celui aux États-Unis. Le marché pour les produits de beauté pour les cheveux est déjà saturé avec les femmes noires aux États-Unis pour leurs cheveux. Alors j'ai décidé, ok, moi, je n'achète pas vraiment mes produits dans les supermarchés. Je les confectionne déjà à la maison moi-même. Alors, j'ai dit, OK, est-ce que je peux commercialiser ça pour vendre ça aux femmes ici? J'ai dit, je vais essayer. Alors, l'année dernière, j'ai rejoint un groupe qui s'appelle Nappies de Babi. Nappies, ça veut dire naturel et happy. Et ils font des meet-ups chaque 2 à 3 mois. Et c'est ça, j'ai décidé de vendre mes produits. Et j'ai tout vendu. Les femmes étaient tellement intéressées. Mais qu'est-ce que tu fais? Comment ça se passe? Tes cheveux sont longs, sont en bonne santé. Nous, on perd nos cheveux. Est-ce que tu peux nous aider? Alors, c'est comme j'ai parlé à Netta pour lui dire que mon projet, c'est à peu près 2 volets. D'abord, je fais des ateliers sur l'autonomisation de la femme à travers ses cheveux, parce que c'est non seulement quelque chose qui concerne la santé, mais aussi le bien-être, la culture et l'histoire de la femme africaine, parce que ça a à voir avec la colonisation. Alors, je fais des ateliers sur ça. Et puis, la deuxième partie, c'est que quand j'ai fini l'atelier, les femmes me demandent toujours, est-ce que tu as des produits? Et c'est là que la partie des produits vient et puis je parle des shampoings que je fais et puis des huiles qui font repousser les cheveux. Parce qu'il y a un vrai problème de santé au niveau des défrisages. Les femmes commencent à défriser des petites filles, je crois, à 4 ou 5 ans. C'est ce que j'ai découvert en faisant les entretiens pour mon documentaire. Et d'ici l'âge de 25 ans, elles commencent à perdre tous leurs cheveux. Il n'y a pas de cheveux devant, il n'y a rien, et elles commencent à porter des perruques. Alors, c'est vraiment un gros problème. Elles veulent une autre alternative au défrisant, et c'est ce que j'essaye de donner. C'est ça un peu, moi, mon projet, ce que je fais, et puis ma proposition de valeur. C'est en 2 volets. D'abord les ateliers, puis les produits. Allô? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bibi. J'espère que vous avez vu quelques images là de Bibi en Abidjan en train de mener son atelier. Donc,
on a trois différents projets, très, très différents. Dans le premier projet, on a vu une solution qui donne de l'accès à l'énergie. Dans le deuxième projet, on a vu une solution de financement. Et dernièrement, on a vu un produit de beauté naturel. Et ceci est aussi accompagné par des ateliers sur le bien-être et la santé. Donc, je vais passer la parole maintenant à professeur Christophe Tucci pour nous décrire un peu plus ce qu'on doit regarder dans une bonne proposition de valeur. Ok, merci Netra. Donc, je crois que tout va bien. C'est très intéressant jusqu'à maintenant, probablement moins intéressant, mais je voulais juste parler deux, trois mots de la proposition de valeur. La proposition de valeur représente les produits ou services qui créent de la valeur pour quelqu'un. On va discuter bientôt qui exactement, mais pour l'instant, disons le client, mais pas forcément le client. Donc, quels sont les éléments qui peuvent contribuer à la proposition de valeur? Je crois il y a plusieurs éléments, mais nouvelles fonctionnalités, un nouveau processus qui fait gagner du temps ou de l'argent, le design du produit ou du service, le produit ou service plus performant, plus rapide, plus efficace, ou bien le prix. Donc, on peut parler d'une proposition de valeur qualitative, ça veut dire le client se sent mieux après l'avoir utilisé, ou quantitative, ça veut dire le client économise de l'argent en utilisant le produit et donc le délai de récupération serait assez court. Donc, maintenant, parlons de la question, la proposition de valeur crée de la valeur pour qui? Et ici, à mon avis, il faut distinguer les personnes qui paient des personnes qui utilisent le produit ou service. Donc, la proposition de valeur identifie ces groupes et explique comment ils gagnent. Donc, qui va gagner en utilisant le produit ou service et comment? Je crois que ça, c'est vraiment ce que je voulais exprimer concernant la proposition de valeur. Merci beaucoup, professeur Christucci. C'était très clair, un bon résumé. Et je pense que ça fait aussi une bonne transition à une des questions qui a été posée par nos étudiants dans le cours. Donc, cette question est posée pour Alexandre Castel, parce qu'on parle de la proposition de valeur et vous avez décrit au début de la conférence que votre solution énergétique en utilisant l'énergie solaire est beaucoup moins chère que les alternatives qui existent déjà sur le marché, dont la kérosine ou d'autres manières d'allumer ou utiliser des produits à la maison. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que vous ciblez un marché rural. Et est-ce que vous pensez, donc la question c'est, qui sont vos clients et pourquoi est-ce que vous avez proposé Station Énergie en tant qu'entreprise et pas en tant qu'association non-profit? Ok. Alors, nos clients, on en a plusieurs types, on va dire. On travaille soit directement avec des coopératives principalement agricoles, donc des communautés rurales, soit on travaille aussi avec des entreprises qui sont dans l'agroalimentaire ou qui ont une activité liée à l'agroalimentaire. Donc en Côte d'Ivoire, on a quand même une agriculture qui est assez développée, dont une partie est tournée vers l'exportation et donc assez structurée. Donc il y a des grands groupes et on passe aussi parfois par ces grands groupes pour toucher les coopératives et les utilisateurs finaux qui sont les communautés rurales. Alors, en effet, nous, on essaye de proposer des solutions qui reviennent moins chères au client final. Il faut savoir, un foyer rural en Afrique de l'Ouest dépense entre
entre 3 et 7 000 francs par mois par foyer. Donc 7 000 francs CFA, ça fait entre 6 et 15 dollars, on va dire, par mois par foyer pour l'énergie domestique. Ok, et en fait, pour pouvoir améliorer cette situation, on a déjà des solutions comme des kits solaires individuels qui permettent d'avoir l'éclairage, d'avoir la recharge des téléphones portables et tout simplement, donc voilà, améliore les conditions de vie, le confort. On n'est pas dans quelque chose de très productif, mais on est dans le confort. On a un éclairage de bonne qualité qui revient moins cher, c'est-à-dire qu'un foyer rural, au bout d'un an à peu près, un peu plus d'un an, est revenu sur son investissement et donc ensuite a une solution, on va dire, qui lui permet d'économiser de l'argent. Donc pour pouvoir typiquement offrir au plus grand nombre ce type de solution, on s'allie avec des associations de microcrédit pour pouvoir, pareil, faire une sorte de micro-leasing à nos clients finaux, puisqu'ils n'ont pas forcément la capacité à sortir 50 ou 60 000 francs CFA d'un coup, mais par contre peuvent payer 5 ou 6 000 francs CFA par mois pendant un an. Voilà, ça c'est le premier élément de réponse. Le deuxième, donc, c'était les canaux de distribution. En effet, le monde rural est sûrement un des plus complexes parce qu'on a des coûts de distribution qui sont très, très élevés. On s'adresse à des communautés qui sont dispersées géographiquement, avec une densité de population qui est faible, donc entre guillemets peu de clients au kilomètre carré. Donc tout ça, faut le prendre en compte et c'est pour ça qu'on essaye de travailler plus avec des intermédiaires, soit des coopératives qui sont structurées, soit des entreprises qui ont une activité industrielle ou on va dire une activité forte dans des zones rurales et on passe par eux pour pouvoir toucher ces communautés. Est-ce que je réponds à votre question? Oui, oui. Merci beaucoup, Alexandre. C'était une très bonne réponse. En fait, on avait plusieurs questions au cours de ce sujet, donc j'espère que ça a répondu à ces questions, à tout l'ensemble des questions. Donc, pour résumer, en fait, ce que tu as dit est relié à quelque chose qu'on a pris dans le cours, donc les composants de la proposition de valeur. Tu as déjà parlé d'un offre. Après, tu nous as raconté un peu plus sur le profil de client, combien le client gagne par mois et par foyer, ce qui donne une idée de ce que tu peux offrir dans ta valeur de proposition qui peut rentrer dans le budget du client. Après, il y a d'autres raisons qui… Pardon? Je voudrais juste rajouter une chose oui. en tant que conseil. Je pense que c'est intéressant. Moi, au début, on a eu tendance à faire l'erreur de vouloir à gérer toute la chaîne de distribution. Et je pense que c'est important que quand on structure son modèle économique, son entreprise au début, de savoir où est vraiment sa plus-value, où est notre force. Ma force, elle n'était pas sur vraiment ce côté démarchage du client final, mais plutôt sur le développement des solutions techniques, des solutions commerciales. Donc, ma force a été plutôt de trouver un réseau ou des réseaux de distribution existants et de pouvoir rentrer mes produits, mes solutions dans ce réseau de distribution existant. Bon, c'est facile à dire aujourd'hui. Au début, on l'a fait nous-mêmes, on a beaucoup galéré à le faire, mais ça nous a permis aussi de bien comprendre la structuration du marché et de recomprendre où étaient ces intermédiaires, qui ils étaient et comment on pouvait les attraper, enfin travailler avec eux pour pouvoir toucher notre client final sans avoir le faire moi-même parce que j'avais pas les ressources nécessaires et les capacités pour pouvoir bien le faire. Donc c'est toujours important de savoir où est notre force et se concentrer sur cette force-là pour pas trop se disperser. Voilà. Merci. Oui, merci beaucoup d'avoir ajouté ce point. Donc, c'est clair que vous avez des compétences qui sont centrales. C'est quelque chose que seul vous pouvez apporter. Et pour la distribution, vous avez appuyé sur des canaux qui existent déjà. Donc, en fait, pour retourner aux sujets qui ont été discutés dans le cours, vous avez rendu la raison et les façons d'agir pour le client plus faciles, en mettant vous à leur place et en utilisant les canaux qui existent déjà. Et vous avez pris en compte en fait les coûts pour eux et les retours pour eux vis-à-vis des alternatives qui existaient dans le marché.
Donc maintenant, je vais passer à une question pour Stéphane Degon qui a été posée par nos étudiants. Cette question est assez intéressante. La question c'est, en tant qu'entrepreneur, est-ce que je dois faire des soucis sur comment faire des profits de mon produit ou est-ce que c'est mieux si je me focalise et si je me concentre sur comment créer un bon produit, un produit excellent? Stéphane. C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question parce que ça renvoie aussi à la question du business model qui a été un vrai sujet pour nous et qui a été sans doute une source de fragilisation de notre entreprise parmi plein d'autres, sur plein d'autres aspects. Je vais revenir un peu sur la genèse de ce qu'on apportait, c'est-à-dire que la proposition de valeur qui était de monter un modèle d'externalisation pour les marques. Ça partait de l'idée suivante, c'est qu'on se disait, nous sommes des experts, on maîtrise des métiers et on va s'appuyer sur des outils industriels, donc un actif qui vaut très cher pour gérer des opérations complexes. Et ce qu'on va apporter finalement à nos clients, ça va être trois choses. Ça va être la possibilité de démarrer des opérations très vite, puisque toute l'intelligence du montage du projet, c'est nous qui la maîtrisions. Et on avait surtout une intelligence qui était l'articulation entre des métiers qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. On articulait de la fabrication, de la logistique et de la monétique. Pourquoi je parle de monétique? Pour que ça soit clair pour tout le monde. Une carte cadeau, c'est un code. Et quand on achète une carte cadeau, il faut activer le code. Ce code, il remonte sur une plateforme informatique et il est déclaré comme actif, il a un statut actif. Et ensuite, lorsqu'on va utiliser cette carte ou ce coffret cadeau, on va consommer le code. Et ce code, il peut se consommer soit en une fois, si on est sur un coffret cadeau qui est finalement un bon d'échange. Je vais dans un hôtel, je donne mon chèque cadeau et donc on consomme le code parce que j'ai pris une nuit. Ou alors on a un instrument de paiement qui est un porte-monnaie électronique. Et quand on consomme une valeur, par exemple sur une carte cadeau de 50 € et qu'on achète pour 15 €, notre plateforme décrémentait le solde des 50 € des 15 € qui avaient été consommés. Et donc, on avait donc trois experts qui maîtrisaient trois métiers, qui géraient l'articulation entre ces trois métiers, qui s'appuyaient sur un outil industriel, donc un actif très cher, une très grosse plateforme industrielle, une très grosse plateforme logistique et une très grosse plateforme monétique. Et donc, ce qu'on proposait aux clients, c'est on vous aide à monter très vite votre projet. On va le faire donc dans des délais courts et surtout on va le faire à moindre coût. Pourquoi? Parce qu'on va s'appuyer sur un principe de mutualisation. Si le client avait voulu monter cette solution tout seul dans son coin, il aurait été obligé de développer une plateforme monétique ou de l'acheter. Il aurait été obligé d'organiser les opérations industrielles chez lui, donc il aurait perdu en qualité et ça lui aurait coûté sans doute un peu cher. Et donc il s'adressait à un prestataire qui avait déjà tous les outils et qui allait donc mutualiser l'ensemble de ses services, et donc ça revenait beaucoup moins cher pour le client. Et ça a été vraiment le point de départ, c'est de dire on apporte cette solution au client, et après derrière, comme on a la parfaite maîtrise de tous ces services, le service pour le client, enfin l'activité pour le client va se développer dans de très bonnes conditions, et donc on va faire très rapidement du volume, et donc il va très rapidement gagner sa vie. Et ce qu'on avait fait pour en revenir à la question qui était celle posée sur est-ce qu'il vaut mieux investir ou est-ce qu'il vaut mieux générer du profit tout de suite, je ne vais pas dire c'est soit l'un, c'est l'un ou l'autre, j'ai pas de certitude là-dessus. Nous, on avait choisi un modèle qui était un modèle d'investissement, qui était de dire on va investir avec une promesse future qui est le développement de ce marché. Je rappelle ce que je disais tout à l'heure, marché de la carte cadeau aux US, c'est un marché qui se développe énormément. Donc on s'était dit, en France, le marché va se développer de la même façon. On arrive au bon moment. En 2008, on était sur un frémissement de ce marché. On sentait qu'il se passait quelque chose. On arrive avec un outil qui est un outil complexe sur lequel on a investi, puisqu'on a acheté en fait une licence pour notamment la plateforme monétique. Donc on a constitué notre outil et on investit et on part sur un modèle économique. On va y revenir plus tard sans doute, mais à la performance, qui était de dire on supporte la charge d'investissement au départ et nous, derrière, on va se rémunérer sur le volume parce que plus on va vendre des cartes, finalement, plus ça va nous rapporter. Sauf qu'on a oublié une chose essentielle, c'est que on était dans un marché ultra réglementé en France, avec des problématiques Banque de France et surtout une loi sur la monétique au niveau européen, et que donc ça a été un frein important au développement de ce marché. Et donc le choix d'investissement qu'on a fait au départ, on n'a jamais pu vraiment le rentabiliser,
parce qu'il n'y a pas eu le volume qu'on avait finalement attendu. Donc, est-ce qu'il faut se focaliser sur l'investissement ou le produit ou le profit? J'aurais tendance à dire pourquoi pas, mais il faut faire en sorte de réduire très fortement le temps, le délai entre l'investissement et les générations du profit. C'est-à-dire que se dire je vais investir pendant 5 ans, 6 ans et peut-être que ça va me rapporter, ça c'est un peu dangereux. Se dire j'investis mais j'ai la garantie, alors après quels sont les ressorts de la garantie évidemment, mais j'ai la garantie de commencer à générer du profit et donc surtout de commencer à autofinancer mon activité parce que l'un des grands enjeux finalement c'est que quand on est dans l'investissement, qu'est-ce qu'on fait? On consomme des fonds propres. Et puis, il y a un moment, il va falloir recapitaliser. Parce que si jamais on n'a pas de profit et donc pas de résultat, on dégrade sa situation de fonds propres et il va falloir recapitaliser. Et est-ce qu'on va avoir la possibilité de le faire? Est-ce que des investisseurs vont suivre? Et donc, on accroît son risque de dépendance financière quand on se place dans une logique d'investissement sans générer de profit. Merci beaucoup, Stéphane. Je sens maintenant qu'on rentre vraiment dans les différents composants d'un produit ou un service. Et il y a certains composants qui apportent de valeur. Et après, il y a d'autres qui vous permettent à capturer de la valeur. Donc, je pense que si je vous entends bien, vous avez trouvé une solution qui apporte beaucoup de valeur à votre client, mais en même temps, vous avez aussi vu une opportunité dans le marché des cartes cadeaux. Et après, finalement, il y avait quelque chose qui vous a surpris, c'était la réglementation dans ce marché qui vous a encore empêché de capturer de la valeur. Donc, pour qu'on soit plus clair sur cette idée de la capture de la valeur, je vais retourner à professeur Tucci avant qu'on entende des témoignages de Bibi. Oui, merci, Netra. Donc, oui, la question m'a attiré toute l'attention parce que c'est assez difficile de décider pour l'investissement du temps quand on crée une entreprise. Mais la question touche la question de la capture de valeur. Donc, pour la proposition de valeur, elle ne touche pas le rendement pour l'entrepreneur. Elle traite seulement le rendement qualitatif ou quantitatif des utilisateurs et ou des payeurs. Par contre, la capture de valeur se traite donc de la partie de la valeur créée que la startup peut retenir. Et ce n'est pas évident que la startup retienne toute la valeur. Donc, généralement, elle doit la partager avec ses partenaires, ses complémentaires, ses concurrents. Et probablement, on va discuter ça en beaucoup, peut-être trop de détails dans la semaine 5 de ce MOOC. Mais juste ici, pour les grandes lignes de l'argument, les questions posées seront quel est mon positionnement dans mon réseau de valeur? Alexandre a parlé un peu de ça. Est-ce qu'il y a plusieurs intermédiaires entre ma startup et les payeurs ou les utilisateurs? Dois-je payer pour l'accès aux utilisateurs? Combien? Quel est mon pouvoir de négociation étant donné mes compétences et ou ma propriété intellectuelle? Donc, ici, on parle du pouvoir entre les entreprises qui contribuent à la livraison de la valeur. Et le but ici est d'identifier comment je peux, comme entrepreneur, avoir un business durable dans le sens économique. Donc, la question, bien sûr, il y a une interdépendance entre les deux. Généralement, c'est difficile. Si on ne crée pas du tout de valeur, c'est difficile de capturer la valeur. Mais on peut aussi créer beaucoup de valeur et de n'être pas capable de capturer la valeur parce que le design du produit ou service. Donc, à mon avis, il faut concentrer au début au produit service excellent, mais avoir en monte comment je peux gagner à la fin pour ma startup. Merci beaucoup, professeur Tucci. Encore, c'est une transition parfaite à Bibi, parce qu'on a entendu avant qu'il y a deux canaux de proposition de valeur dans la startup de Bibi.
La première partie, c'est des ateliers où elle a vu un grand intérêt dans les produits naturels pour les femmes et pour les cheveux de femmes. La deuxième partie, c'était le produit. Et donc, Bibi, je pense, si je comprends correctement, les ateliers sont non payants, mais ça t'a permis de voir où et comment tu pouvais ajouter de la valeur. Et après, avec les produits, donc ça, c'est payant et c'est là où tu espères gagner de l'argent. Oui, c'est ça. Je vais éteindre ma caméra juste au cas où. Vous m'entendez bien? Oui. Ok, d'accord. C'est comme ça, c'est quelque chose que j'ai commencé l'année dernière. On m'a invité dans une des ambassades des États-Unis en Guinée, à Conakry, et j'ai fait un atelier sur le bien-être de la femme à travers ses cheveux et sa santé, et aussi la peau. Et ce que j'ai commencé à découvrir, c'est que les ateliers ils sont gratuits, ils sont pas payants. Mais après, quand les femmes ont eu l'information, ils ont bien aimé l'atelier, c'était bien. Elles voulaient savoir, ok, on a l'information maintenant, mais comment est-ce qu'on peut gérer nos cheveux et puis nos problèmes de peau? Il faut le produit. Alors, je me suis dit, OK, là, je donne quelque chose de valeur qui est déjà pas payant. Au début, c'est des informations qui sont bien organisées, des présentations, un atelier. Et puis après, le suivi, c'est le produit lui-même. Et je crois que l'atelier, pour moi, c'est quelque chose qui est bien parce que moi, ce que j'ai découvert en montant mon startup, c'est que le client va te dire ce qu'il a besoin. Les femmes me disent toujours, OK, bon, nos cheveux sont trop durs, il faut les ramollir, ça nous fait de la peine quand on a besoin de les peigner, ça fait vraiment mal, comment est-ce qu'on fait? Et moi, j'ai l'habitude d'écouter. Si tu me dis ce que tu as besoin, je vais t'écouter. Et puis, c'est le produit que je vais créer pour te donner et tu vas me payer. C'est comme ça que moi, je vois la chose. Si le client est là, il est intéressé pour créer la valeur, c'est le client qui va te dire comment créer la valeur pour moi. Et au fur et à mesure, j'écoutais ces femmes et c'est comme ça, en fonction de ces conseils qu'elles me donnaient, c'est comme ça que je créais les produits, aussi basés sur ce que moi-même j'utilisais pour mes propres cheveux. So, c'est un peu deux volets. C'est d'abord la partie non payante qui fait le suivi jusqu'à la partie payante pour que les femmes achètent le produit. Est-ce que je peux intervenir, Netra? Je reviens sur ce qui vient d'être dit sur la question proposition de valeur, lien proposition de valeur, capture de valeur. Nous, nos clients, ils avaient très bien compris la question de la proposition de valeur. La proposition de valeur, elle était une facilité pour eux, c'est-à-dire qu'on facilitait la gestion des services associés à un dispositif carte cadeau, en échange d'un coût qui était finalement un coût relativement faible qui leur était facturé. Donc ça, leurs bénéfices, ils l'ont très bien compris en termes de services et d'économie. En face de ça, il y a eu quelque chose qui a freiné malgré tout ce service qui était donc ce service d'externalisation, c'est la peur de la dépendance. Et en France, la culture de l'outsourcing, elle n'est pas aussi forte qu'aux États-Unis. Et non, donc pour nous, outsourcing qui voulait dire on va externaliser chez nous une partie de vos services, ça a été considéré comme un risque par le client. Et donc ça a neutralisé le bénéfice qui était la proposition de valeur. On va me rendre un service de très bonne qualité à faible coût, mais j'ai un risque important qui est la dépendance et donc ma capacité finalement à reprendre le pouvoir sur ce service dans les mois ou années qui viennent, puisqu'on signait des contrats qui étaient des contrats long terme. Et donc, on a neutralisé la proposition de valeur avec cette question de la dépendance. Ça, c'était un point qui a été très clé parce que ça a été quelque chose qui nous a beaucoup freiné pour aller vendre et imposer ce bénéfice client qui était l'externalisation des services. Et en plus de ça, on a eu du mal à associer une vraie proposition financière à nos clients. Pourquoi? Parce qu'ils comprenaient le bénéfice, sauf qu'ils n'avaient pas vocation, ils ne voulaient pas le payer tout de suite fortement. Et donc, on s'est retrouvé à ne pas pouvoir facturer beaucoup au démarrage de l'activité et à devoir partir sur des modèles à la performance, c'est-à-dire qu'ils ne payent que si ça fonctionne bien et que si ça rapporte. Et c'était très lié à cette espèce de paradoxe que j'évoquais au départ. Je comprends le bénéfice, mais il est neutralisé par la question de la dépendance. Merci beaucoup, Stéphane. Donc, pour résumer, on a encore 15 minutes de notre conférence. Ce que j'ai bien aimé chez Professeur Tucci, c'est que parfois une startup peut créer beaucoup de valeur et capturer zéro de cette valeur. Et parfois des startups créent peu de valeur et bien sûr, après, ils vont capturer encore moins de valeur. Je trouvais ça très drôle. Mais une partie aussi dans la capture de valeur et la proposition de valeur et dans la communication.
Et donc, je vais revenir à Alexandre et Bibi, peut-être que ça pourrait aussi être pertinent dans tes expériences, sur la question de comment communiquer sa proposition de valeur dans des marchés divers. Donc, cet étudiant voulait savoir, Alexandre, comme tu as travaillé dans des pays développés et des pays émergents, comment est-ce que tu trouves, où est-ce que tu trouves sont les différences dans la communication? Ok. Une question complexe. Moi, je parlerai un peu. Oui. Voilà la question. Ok. Non, bon, moi, je voudrais peut-être me donner peut-être une vision sur les marchés sur lesquels on travaille. Donc, nous, on travaille sur l'Afrique de l'Ouest, sur le Sénégal, le Burkina, la Côte d'Ivoire et on a aussi des clients au Nigeria. C'est vrai qu'on a tendance à mettre souvent la zone Afrique dans un seul pays, ce qui est une aberration totale puisque même chacun des pays dans lesquels on travaille a quand même des différences très fortes, des différences culturelles, des différences historiques, des différences géographiques qui ont un impact sur notre business et sur, on va dire, l'économie de façon générale. Après, je pense que, enfin, je ne sais pas si dans la question il y avait un peu ce côté de pouvoir comparer peut-être à l'Europe. J'ai pas créé de société en Europe vraiment, donc je pourrais pas comparer la différence vraiment en pays, enfin, on va dire monde occidental et pays émergents. Ce que je constate, c'est que il y a énormément de choses à faire dans les pays où on travaille, parce qu'il y a encore énormément de problématiques, donc énormément d'opportunités. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Et que d'autant plus, on a l'avantage d'être, enfin, du moins pour les entrepreneurs, d'être moins soumis aux réglementations et normes. Donc, on a une facilité à pouvoir développer quelque chose, créer un nouveau produit, etc. On va dire que la mise sur le marché sera plus simple que si on lance un produit équivalent sur un marché occidental ou un marché américain où il y a énormément de normes, peut-être techniques, etc., sécurité, tout ça, qui font que le coût d'investissement sera plus élevé. Voilà. La deuxième chose, par rapport, si je dois parler un peu plus de la typologie de marché sur lesquels on est, c'est que, et Bibi en parlait, c'est qu'il y a des choses, des problématiques simples qui ne sont pas encore traitées. Et si on a juste une approche un peu, on peut dire, professionnelle, et typiquement la formation que vous proposez va dans ce sens-là, de pouvoir structurer un modèle économique clair, il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de business à monter. Donc, c'est plutôt un avantage, je pense, que d'être et de créer dans les pays émergents, de par cet ensemble d'opportunités qui sont devant nous. Et au final, on peut le dire, quand même, la faiblesse de la concurrence. Parce que même si peut-être Bibi, elle n'est pas la seule sur le marché à travailler sur les problématiques de cheveux, elle est peut-être la seule à avoir structuré, voilà, c'est un peu ces focus group, hein, enfin ces groupes, et donc de pouvoir placer son produit à la fin de ces ateliers. Ça, c'est quand même un élément marketing, peut-être qu'elle l'a pas forcément pensé sur le papier, mais qui est quand même très bien pensé et qui lui permet d'avoir un avantage comparatif comparé peut-être à des vendeuses dans la rue de produits, on pourrait dire similaires. Voilà. Donc, je pense que si on a une formation un peu carrée sur comment monter une start-up, on a beaucoup de choses à faire dans les pays émergents où nous nous trouvons. Merci Alexandre. Bibi, est-ce que tu peux ajouter quelques points, surtout sur tes enjeux maintenant sur où placer le prix de ton produit? Parce qu'on avait aussi une autre question sur comment fixer un bon prix. Est-ce que c'est à travers des questionnaires? Parce que tu as mentionné avant que ces femmes sont très, très intéressées par le produit, mais après, pour couvrir tes coûts, tu es forcé de fixer un prix qui sera bon. Ouais, on avait parlé de ça, moi et toi, auparavant. D'abord, quand j'ai commencé, c'était quelque chose que je faisais vraiment chez moi à la maison. Et j'achetais le beurre de karité au marché, j'achetais l'huile de coco au marché, et puis je confectionnais tout chez moi. Et puis,
je vendais ça à 5 000 la bouteille et ça vendait très bien. Alors, je me suis dit, OK, ça peut avoir du succès, je veux de l'aide. Alors, j'ai dit, OK, je vais commander tous aux États-Unis. J'ai trouvé une usine aux États-Unis qui pouvait tout confectionner avec ma formule, des ingrédients naturels. Mais le problème que j'ai eu, c'est que j'avais du mal à faire venir les produits des États-Unis ici, en Côte d'Ivoire. Et j'avais des soucis avec la douane parce que c'était trop cher. Parce que si je devais faire venir avec la douane, ça veut dire qu'il fallait que j'hausse le prix. Et si j'haussais le prix, les femmes n'auraient pas les moyens de payer. Parce que déjà, 5 000, ça va pour une bouteille de produits pour les cheveux. Parce que ce que j'ai remarqué avec les femmes, elles peuvent payer pour des produits pour faire pousser les cheveux jusqu'à non point fini. Mais il faut être aussi réaliste. Alors pour moi 5 000, c'est ce qui marche. Mais il faut aussi voir la tendance du marché. Parce que j'ai déjà fait des recherches sur les produits sur le marché et ça, au-delà de 5 000 jusqu'à peut-être 7 000, ça peut aller. Mais quand on commence à rentrer dans les 10 000, c'est à peu près... Donc, c'est à peu près 10 dollars pour les personnes qui écoutent maintenant? Ouais, 5 000, c'est à peu près 10 dollars. 7 000, c'est vers 14 dollars. Alors, on se dit peut-être bon, moi, je suis américaine, mais je me dis, bon, ok, ça, c'est pas beaucoup, mais pour quelqu'un qui vit ici à Abidjan, c'est un peu beaucoup pour investir dans les produits de cheveux. So, il faut aussi penser à ça quand on est en train de voir le prix. Merci beaucoup, Bibi. Alexandre, tu as mentionné aussi un autre sujet sur Sun Cities. Je ne sais pas si tu veux ajouter encore quelques points là sur encore cette idée de apporter de la valeur, mais aussi adapter le moyen de financement à la proposition de valeur. Ok. Juste en quelques mots, donc oui, chez Station Énergie, on développe des micro-infrastructures, donc à l'échelle d'un village, donc ça va être une pompe, comme je le disais, une centrale solaire ou une chambre froide. Et on s'est rendu compte que la problématique du financement était clé dans notre business, qu'au final, les banques de développement, les banques locales savent financer des grands projets d'infrastructure. Quand vous financez un pont, vous financez une autoroute, un barrage, on sait faire. Mais financer des micro-projets, c'est quelque chose que toutes les banques et, on va dire, de développement souhaitent faire, mais que personne n'arrive vraiment à faire parce que les solutions ne sont pas standardisées et les projets, généralement, n'ont pas une échelle assez importante. Et donc, on a décidé de s'atteler à cette problématique. Et donc, on est en train de créer notre propre solution de financement hybride qui va être basée sur, on va dire, des fonds d'investissement africains qui vont investir dans cette solution et également une plateforme de crowdfunding qui sera basée en Europe, qui va s'appeler donc Sun Cities et dont l'objectif est voilà, de pouvoir proposer aux citoyens européens d'investir dans un réseau d'infrastructures en Afrique qui permet de proposer les services de base, que ce soit l'eau, l'électricité, la chaîne du froid ou les services. Et voilà, d'avoir un impact réellement concret, tout en ayant une démarche marchande, puisque vous me l'avez dit tout à l'heure, je n'ai pas répondu à cette question. Pourquoi on n'a pas créé une ONG? Je pense que notre vision du développement, elle est justement sur un rapport d'égal à égal, c'est-à-dire que on apporte des solutions qui sont durables, qui sont économiquement viables, mais on n'est pas dans une démarche de don parce qu'on n'y croit pas. À partir du moment où vous donnez quelque chose, ça n'a pas la même valeur pour celui qui le reçoit que s'il l'a acheté. Enfin, ça, j'en suis persuadé. Et donc, si on veut que ça a vraiment de la valeur et que nos clients puissent profiter des solutions qu'on développe, il faut qu'elles soient achetées à leur juste coût. Par contre, il faut qu'on ait les solutions pour pouvoir permettre à nos clients d'investir dans nos solutions, d'où cette solution de financement. Voilà. On t'entend pas. Excusez-moi tout le monde, excusez-moi. Donc, merci beaucoup Alexandre. Maintenant, pour les dernières 5 minutes de la conférence, je voulais passer une question plus générale sur qu'est-ce que la valeur. Et pour peut-être illustrer la complexité de la question, je vais lire un des tweets qui a été tweeté il y a 11 minutes. C'est marqué «
en Europe aussi, on perd nos cheveux. Help, Bibi Nyang'o, on a besoin de vos ateliers ici. Donc, vous voyez, il y a des on apporte de la valeur avec l'accès de l'énergie, des produits pour le cheveu, des services financiers. Et après, il faut aussi trouver un modèle économique derrière ça. Donc, qu'est-ce que la valeur? Chris, Stéphane, voulez-vous essayer de répondre à cette question? Oui, je peux. Donc, j'en ai parlé un peu au début, mais imaginez que j'achète un appareil pour aider dans mon usine. Donc, et ça coûte $100 et ça coûte $100 et ça me gagne $10 par mois. Donc, dans le délai de récupération, c'est 10 mois là. Donc, c'est assez court. Donc, ça, on a valeur pour moi. Donc, cet appareil a valeur pour moi parce que je voulais l'acheter pour gagner de l'argent moi-même. Aussi, comme j'ai dit, nouvelles fonctionnalités, nouveaux processus, le design, imaginez une montre qui traque les pas pendant la journée. Donc, si je fais 1000 pas dans une journée, ça me semble, oui, je me sens mieux. Donc, et plus d'exercice, c'est bon pour la santé. Donc là, ça a valeur aussi. Probablement, c'est moins quantitatif, mais il a la valeur. Donc c'est difficile de trouver un prix pour la valeur. C'est ça, on a parlé un peu aujourd'hui, mais il y a des éléments qui portent la valeur pour la public et pour les clients, pour les utilisateurs, etc. Mute. Je suis encore, j'ai fermé mon micro. Donc, en fait, il faut être assez visionnaire pour pouvoir identifier la valeur et créer un modèle économique autour de la valeur. Donc, peut-être dans le cas de Bibi, c'était la tendance avant d'avoir des cheveux lisses en Côte d'Ivoire et Bibi a introduit en fait une façon de valoriser ses propres cheveux naturels frisés. Et donc, elle a vu une valeur économique derrière ça et elle a pu poursuivre cette opportunité. Stéphane, est-ce que tu as une opinion à ajouter à cette question? Oui, enfin, je dirais qu'il y a un des grands enjeux, en fait, qui est la question de la mesure. Parce que pour qu'il y ait de la valeur et qu'elle soit perçue, il faut qu'elle soit mesurable. Et toute la difficulté, ça va être justement de trouver une mesure, en fait, à cette valeur et surtout transformer la mesure de la subjectivité à l'objectivité. Et le passage de la subjectivité à l'objectivité, ça va être la masse. C'est-à-dire que une mesure, elle est forcément subjective, elle est dépendante de chacun de nous, en fait. On a chacun notre rapport à la valeur. Et tout l'enjeu va être de faire en sorte que cette valeur, elle soit perçue de façon subjective par le plus grand nombre, et c'est l'agrégation de cette valeur subjective qui va finalement en faire une valeur objective, puisqu'il y a une adhésion de la masse à cette valeur. Donc, toute la difficulté, c'est transformer la valeur subjective en valeur objective. Merci beaucoup, Stéphane, et merci à tous nos intervenants pour ça. On a déjà un intervenant qui va nous rejoindre pour le prochain panel, mais il est un peu tôt, he's a bit early, mais je voudrais tous vous remercier pour votre temps ici. J'espère que ça vous a apporté de la valeur. C'est clair que c'était très intéressant pour moi. Et donc, cette vidéo va être téléchargée vers Coursera. Nous allons faire des sous-titres en anglais. Et la vidéo est aussi disponible sur YouTube maintenant. Donc, merci encore à tout le monde et je vous verrai dans notre cours Lancer une start-up sur Coursera. Merci Alexandre, Bibi, Chris et Stéphane. Merci. Merci. Valeur ajoutée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.